Bienvenue dans cette nouvelle édition du quart d'heure de célébrité, l'émission qui donne la parole à ceux qui gagnent à être connus. Aujourd'hui, quart d'heure de célébrité de Slobodan Despot. Bonjour. Bonjour. Merci à Slobodan d'être avec nous. Il vient de Suisse, donc nous le remercions d'avoir fait le voyage, même s'il ne vient pas que pour nous, évidemment. Alors, je vais rapidement présenter Slobodan Despot, et puis nous passerons au vif du sujet. Alors, Slobodan Despot, vous êtes éditeur de nationalité suisse et d'origine serbo-croate. Vous avez longtemps été un des dirigeants de l'Âge d'Homme, qui est une fameuse maison d'édition suisse, et vous dirigez depuis avril 2006 une nouvelle maison d'édition que vous avez fondée et qui s'appelle Xenia. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire quel était votre premier livre à Xenia? Le premier livre que nous avons publié s'intitulait « Comment le djihad est arrivé en Europe ». Et l'auteur en était un journaliste allemand du nom de Jürgen Elsässer. Et nous avions eu pour ce livre une magnifique préface de Jean-Pierre Chevènement. Le titre peut induire en erreur, il ne s'agit absolument pas d'un livre sur l'islam, il s'agit d'un livre sur l'interaction qui existe entre les services secrets occidentaux et cette nébuleuse terroriste qu'on a l'habitude d'appeler Al-Qaïda. Très bien. Mais ça marquait déjà votre maison comme étant une maison courageuse, ça j'ai pas peur de le dire, puisque nous, Tatami, on est à peu près sur la même ligne, je parle de ma maison d'édition, et en plus on a été créé le même mois, avril 2006, donc c'était le hasard, on ne se connaissait pas à l'époque, mais je suis ravi qu'on existe encore 4 ans après, et l'un et l'autre. C'est miraculeux. C'est miraculeux, exactement. Alors, justement, vous venez de sortir un nouveau livre, dont vous êtes l'auteur, qui s'appelle Vallée mystique, et qui est préfacé par Jean Raspail, qu'on ne présente plus. Mais avant d'y venir, j'aimerais vous poser une première question, puisque vous avez un parcours un peu, on va dire, étonnant. Est-ce que vous pouvez nous le résumer brièvement? Très brièvement, oui, je suis un immigré en Suisse, donc de première génération, ou est-ce de deuxième lorsque les parents viennent. Donc je suis venu en Suisse avec mes parents en 1973. J'y ai appris le français, l'allemand, l'italien, la langue nationale suisse. J'ai eu un parcours assez classique jusque dans les années des études où j'ai créé d'abord un magazine pour étudiants, puis je me suis engagé comme traducteur à faire des grands travaux pour les éditions L'Âge d'Homme, où je suis resté une quinzaine d'années comme traducteur, puis rédacteur, puis chef de production, puis directeur littéraire, et que j'ai quitté en 2004 pour fonder en 2006, lancer en 2006 les éditions Xenia. Ce qui peut-être constitue l'originalité du parcours, c'est que je suis donc de langue maternelle serbo-croate, que je suis un chrétien orthodoxe qui a été éduqué dans des écoles catholiques très strictes en Suisse, et qui de ce fait a une vision un petit peu décalée aussi bien du monde occidental que du monde d'où il vient, puisque je le vois, ce monde-là aussi, au travers du prisme de mon éducation très classique et très occidentale. Donc ça m'a toujours intéressé de ce fait de servir un petit peu de passerelle entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est, qui sont, croit-on, une même civilisation, qui le sont probablement, mais qui ne se connaissent absolument pas. Donc voilà, j'ai trouvé que ma vocation était un peu dans ce créneau-là, dans cette charnière plutôt. Très bien, on va y revenir de toute façon, puisque vos positions, notamment au niveau des Balkans, sont très intéressantes. Et vous savez de quoi vous parlez. Alors, avant cela, est-ce que vous pourriez nous expliquer brièvement de quoi il est question dans votre dernier livre, dont je rappelle le titre, Vallée mystique? Alors, Vallée mystique, ça peut être lu de multiples manières. D'abord, c'est un guide de promenade, un guide de randonnée dans le Valais, le petit Tibet des Alpes, donc ce canton montagnard suisse, que tout le monde connaît à cause de ses stations de sport d'hiver, à cause de montagnes à cran, de Verbier, mais qui est également un lieu de vieille civilisation, où il y a beaucoup de traces de christianisme, des traces aussi des religions colportées par l'Empire romain, et même de religions pré-romaines, et dont on n'avait pas encore tracé un panorama de ce point de vue-là, du point de vue, disons, des lieux sacrés.
Alors, ce que j'ai fait, en collaboration avec un quotidien, le quotidien du Valais, le Nouvelliste, c'est que j'ai fait 24 itinéraires dans ce canton, en essayant soit de projeter un regard nouveau sur des lieux extrêmement connus, tels par exemple que Saint-Maurice, le site du martyr de la Légion thébaine, dirigé par un certain Maurice, commandé par un certain Maurice au IVe siècle, et qui est au fond la graine de la christianisation de cette partie de l'Europe. C'est extrêmement important parce que les échos, les vagues suscités par cet événement sont allés jusqu'ici, jusqu'à Paris, jusque dans toute la France et la Bourgogne. Et d'autre part, donc, j'ai aussi essayé, hors des sentiers battus, hors des représentations, disons, liées à une religion ou une civilisation, de retrouver des lieux qui sont des lieux que je trouvais magiques, mystiques, et où tout simplement j'aimais moi-même, tout seul, me réfugier pour y trouver une certaine paix de l'âme. Et tout cela a donné un amalgame extrêmement curieux, que les lecteurs ont beaucoup apprécié, de lieux connus mais décrits d'une manière nouvelle, ou de lieux totalement inconnus, tels par exemple une forteresse néolithique que j'ai dégotée à une altitude de 2700 mètres auprès du col du Saint-Bernard. Donc voilà, c'est un livre qui a eu l'heure de plaire, donc d'abord comme série d'articles, puis comme ouvrage, qui est utile en même temps comme guide de randonnée original, et puis qui, pour la deuxième édition, effectivement, a eu droit, a eu l'honneur d'une magnifique préface de Jean Raspail, à qui j'avais donné le livre lors d'une rencontre littéraire, et qui avait trouvé que le contenu en était dépassé, disons, à ses yeux, simplement l'objet du livre qui est la promenade ou la méditation. Il trouvait qu'il y avait un contenu littéraire qu'il fallait saluer. Alors, autre question qui va intéresser nos internautes francophones en général. Donc vous êtes suisse, vous l'avez dit, et moi ce qui m'intéresserait de savoir, c'est qu'est-ce que vous pensez de la France étant suisse? Ah ben, j'en pense quelquefois le matin lorsque je me lève, comme ce que dit mon ami Yvon, qui est français et qui habite en Suisse, qui se promène avec moi le long du lac Léman, et qui me dit: regarde, en face, c'est Évian, c'est la France, on la contemple, on n'a pas besoin d'y habiter. Et ce que je veux dire, c'est que nous sommes, du moins la Suisse romande, nous sommes une région française par la culture, par la langue. Nous pourrions très facilement être intégrés, nous aurions pu être intégrés au royaume de France, ou alors nous aurions pu, au fil de l'histoire, intégrer peut-être à la Suisse l'une des régions frontalières, le Jura, la Haute-Savoie ou autre, ça aurait pu se produire. Donc il y a une intégration de toute façon de ces régions, mais le passage de la frontière est extrêmement sensible. C'est-à-dire que nos deux pays ne fonctionnent absolument pas de la même manière, et ce qui me semble particulièrement frappant aujourd'hui, c'est que la France ne fonctionne plus du tout comme la France. La Suisse fonctionne comme la Suisse. Elle fonctionne avec sa monnaie, avec ses particularités régionales, cantonales plutôt, avec ses lenteurs, avec ses complications, avec ses mentalités qui sont très différenciées. Sa démocratie directe. Sa démocratie directe qui est effectivement l'épine dans le pied de toute la classe dirigeante européenne, y compris de la classe dirigeante suisse qui ne rêve que de se débarrasser de cette démocratie directe pour pouvoir régner en paix. Et tout d'un coup, vous passez la frontière et vous arrivez dans un pays, la France, qui a inventé la démocratie, qui a voulu la répandre et qui cherche encore à répandre ce concept dans le monde entier, et qui, du point de vue tout simplement de l'exercice de la démocratie et des mentalités qui y sont liées, qui notamment impliquent une certaine liberté d'expression, une certaine liberté de choix, eh bien, ne fonctionne plus du tout comme une démocratie. Elle fonctionne aussi démocratiquement bientôt, les camps de concentration en moins, que l'Union soviétique de Staline, qui, on le sait, en 1936, avait la constitution la plus démocratique au monde. Donc voilà, nous voyons ce grand pays, cette grande nation, se dissoudre peu à peu dans un ensemble qui n'appartient à personne, qui ne porte l'empreinte d'aucune de ses composantes, mais qui, en revanche, entrave chacune de ses composantes dans le développement, disons, organique, qui lui est propre, qui est dû à son histoire, à sa civilisation, à sa culture. La Suisse, c'est petit, c'est modeste, c'est un peu ridicule aussi, mais
malgré tous les défis qu'elle a eu à connaître, qu'elle a connus durant l'histoire, et notamment le XXe siècle, avec les 2 guerres auxquelles elle a réussi à se soustraire, eh bien la Suisse est un pays qui, du point de vue des critères élémentaires de souveraineté, est plus forte que la France aujourd'hui, alors qu'elle est toute petite. Et justement, c'est un discours qu'on nous serine à longueur de temps. En France, on nous dit il faut toujours être plus grand, il faut être plus fort, parce que la mondialisation, il y a la Chine, il y a les États-Unis, il y a l'Inde, etc. Or, nous, en France, on est trop petits, etc. Or, la Suisse, ou on pourrait parler de la Norvège aussi, sont un peu les contre-exemples d'une réussite à petite échelle, mais au moins libre. Mais écoutez, moi je ne sais pas d'où ça vient cette histoire de mastodontisation du tout. La Suisse a refusé l'entrée dans l'Union européenne en décembre, je crois, 92. À l'époque, toute la classe pro-européenne suisse avait prophétisé une faillite très rapide du pays. Or, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On a un déficit budgétaire qui est à 1,5% du produit national brut, qui est donc largement en dessous de tous les pays voisins européens. On a une TVA à 7,6, 2,4 pour les produits culturels. On a un niveau de vie qui est enviable, on a des libertés et on a une très forte exportation. Et sans parler de la monnaie. On sait que le franc suisse est une monnaie de refuge. Donc toutes les prédictions des européanistes, des Cassandres européanistes de 92 se sont avérées fausses et au contraire, relativement à son entourage, la Suisse n'a fait que prospérer. Et de la même manière, vous regardez des entités comme Singapour, comme la Norvège, comme tous ces pays qui ont une situation de niche un petit peu, bon, c'est un privilège, ça fonctionne. Des États plus grands, mais qui fonctionnent sur le modèle de l'État souverain, de l'État national souverain, comme l'Inde ou comme la Russie, aujourd'hui ont une place meilleure et surtout ont beaucoup moins de vagues à l'âme et de crise d'identité que cette Union européenne qui ne ressemble finalement à rien, qui n'est pas l'addition des énergies et des potentiels de ces composantes, mais qui n'en est que la moyenne, semble-t-il. Donc, il me semble que tout le monde est entravé et que personne n'est content. Alors, nous arrivons au terme de ce quart d'heure de célébrité de Slobodan Despot, donc je vais vous poser ma dernière question. Est-ce qu'il y a un livre que vous avez refusé et que vous regrettez maintenant de ne pas avoir édité? Est-ce que c'est une question piège? Non. Non. Il m'arrive de regretter de ne pas avoir publié des livres qui ensuite n'ont pas trouvé d'éditeur et qui, dans mon souvenir, par exemple, l'auraient mérité ou simplement ont eu leur heure. Des gens qui ont vu les choses à l'avance et qui, tout d'un coup, ça s'avère avoir été droit dans la cible et que j'avais refusé parce que je ne voyais pas. En revanche, il m'est arrivé de refuser des livres ou de les rediriger ailleurs et de voir qu'ils avaient trouvé un éditeur, qu'ils avaient trouvé leur chemin. Et là c'est quelque chose que je ne regrette jamais. C'est-à-dire qu'un livre, indépendamment de sa qualité, indépendamment de son intérêt, est toujours en conformité avec un éditeur. Il y a une sorte de mariage qui se fait entre l'ouvrage et l'éditeur. Et très souvent, il m'arrive de me dire, c'est un très beau livre, c'est un livre qui a sa place, c'est un livre qui aura un public, mais ce n'est pas à moi de le faire. Et donc, ce livre-là, je ne regrette pas qu'il trouve son public. D'accord. Et vous auriez un exemple précis, parce que vous avez 20 ans d'édition derrière Par exemple, la cathédrale Notre-Dame, quelque chose. Ah, la mosquée Notre-Dame. La mosquée Notre-Dame. Vous l'avez refusé donc? Non, je ne l'ai pas refusé à proprement parler, mais on m'avait signalé ce livre que vous avez publié avec bonheur. Ouais. Au moment où il est paru en Russie, et je m'étais dit que c'était un livre qui ne correspondait pas à ce moment-là à mon programme d'édition. Je souhaitais qu'il trouve sa place, il l'a trouvé, mais je n'ai pas estimé que c'était à moi de le faire. Et ce serait votre plus grand regret C'est pas un regret, c'est pas un regret. C'est pas du tout un regret. Des livres que vous avez refusés, c'est celui que vous retenez le plus? Non. Non, alors voilà. Non, mais par exemple, je me souviens avoir refusé un manuscrit qui n'a jamais été publié. Ouais. Refusé pour des questions d'ailleurs d'argent, je n'arrivais pas à le financer, et qui était un livre tout à fait extraordinaire, un journal intime d'une mère d'une élève dans les classes d'ailleurs en Suisse, qui a composé en 700 pages de journal d'une mère d'élève
une analyse, une enquête sur les origines, les fondements de tout le système éducatif dans lequel nos enfants sont placés aujourd'hui. Elle l'a fait de manière patiente, méticuleuse, en posant des questions d'abord aux maîtres, ensuite aux proviseurs, aux directeurs d'établissement, et en remontant toujours plus haut jusqu'à des niveaux ministériels pour se rendre compte que les programmes nationaux ou régionaux d'instruction publique ne sont jamais décidés là où l'on croit. Ils sont décidés toujours beaucoup plus haut, de manière plus centralisée et plus globale. Et ce livre sur l'endoctrinement global, qui est un énorme livre difficile à lire, j'aurais bien aimé le faire. Malheureusement, je me serais probablement ruiné. Or, maintenant, il s'avère tout à fait indispensable d'avoir une source comme celle-là qui vous permet de tracer ces programmes d'éducation qui sont tout à fait aberrants. Et donc on peut espérer que vous le publierez un jour ou qu'un autre éditeur le publiera? Je pense qu'il ne se trouvera pas d'autre éditeur pour faire une chose pareille. Ouais. Mais j'aimerais bien, peut-être avec une mise à jour, mais j'aimerais bien toujours publier ce manuscrit. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Je vous en prie. Merci à vous d'avoir suivi ce quart d'heure de célébrité de Slobodan Despot jusqu'à son terme. Et n'oubliez pas, la liberté d'expression ne vaut que si elle est partagée par tous. À bientôt.